Alors, les recommandations. Donc, on va commencer par les livres, comme d'habitude. Hein. Et on commence par un sujet extrêmement joyeux. La mort des démocraties, sorti en 2019 de Daniel Ziblatt et Steven Levitsky. Alors, c'est un livre dont Clément Viktorovitch a beaucoup parlé. Et donc, je me suis dit que j'allais le lire. Alors, malheureusement, je l'ai lu en anglais. Et c'était assez compliqué à lire. Donc, c'est un ouvrage de 2 chercheurs qui expliquent le fonctionnement actuel des régimes autoritaires. Donc, le point important de cette phrase, c'est les fonctionnements actuels. Hein. On va pas parler des putschs. Enfin, on parle moins des putschs que des personnes qui se font élire, en fait. C'est maintenant, les régimes totalitaires se font élire, s'infiltrent dans la démocratie et démantèlent, en fait, les institutions de façon systématique et détruisent, en fait, le principe de contre-pouvoir. Et il faudrait faire attention. En fait, il faut faire attention. Enfin, en gros, ce livre est extrêmement intéressant pour comprendre où ça se joue et à quel moment il va falloir s'inquiéter pour la France, en vrai. Parce qu'on n'est pas loin de glisser, en vrai. Alors, je vous conseille de le lire en français, sauf si vous êtes bilingue ou très au courant des termes techniques autour de la politique, de la démocratie et du système, surtout américain, puisqu'en fait, ils vont se baser énormément sur le système américain, puisqu'en fait, ce livre a été écrit pendant le premier mandat de Trump, et je pense qu'il a été écrit en réaction, en fait, à l'élection de Trump, puisque à l'époque, ils avaient peur que ça devienne un régime autoritaire, parce que Trump a quand même des glissements autoritaires. Ça ne s'est pas produit, mais là, on pourrait se demander si ce deuxième mandat ne va pas être justement le clou sur le cercueil, puisque, pour rappel, aux États-Unis, c'est 2 mandats de président uniquement. C'est-à-dire que Trump, à la fin des 4 ans, là, c'est finito pipo, il ne pourra plus jamais se représenter. Sauf s'il détourne la démocratie et qu'il prend les pleins pouvoirs. Bon, on ne sait pas comment ça va se passer, on verra bien, mais voilà. Et je pense que c'est dans ce contexte-là qu'ils ont écrit ce livre. Alors, les régimes autoritaires, en gros, ça commence souvent par des outsiders. Donc, Trump en fait partie, hein, c'est un outsider, c'est un entrepreneur, c'est pas du tout un politicien, qui s'immiscent dans le jeu politique et réussissent souvent grâce à la démagogie. Donc, la démagogie, c'est de dire au peuple ce qu'il veut entendre, à conquérir les foules, donc à se faire élire facilement. Généralement, chez nous, on dit que le RN est démagogue, puisqu'en fait, ils vont dire qu'ils défendent les pauvres, et puis, en même temps, ils vont servir les intérêts des riches. Mais sans trop le dire, quoi. Et en gros, donc, ils se font élire, et là, c'est un jeu de démantèlement et de remise en question des institutions, comme, par exemple, le Conseil constitutionnel, la justice, les contre-pouvoirs, etc. Mais c'est aussi en créant une division forte entre les opposants qui deviennent des ennemis. En France, on le voit, le Front populaire ou la France insoumise est qualifié d'ennemi, voire de tous les colibets possibles, pour ne plus les prendre comme opposants politiques, donc être contre un programme, mais contre des gens, en fait. Et ça devient extrêmement grave quand on en arrive à ce niveau-là. Donc c'est un glissement sémantique de passer de opposant à ennemi, qui est plutôt violent et qui entraîne une énorme méfiance, et donc une brisure totale dans les fonctionnements démocratiques qui reposent sur la confiance et l'acceptation des différentes opinions. Car en fait, tout ce qui fait une démocratie, c'est que tu joues, tu perds, tu acceptes de perdre. Si tu n'acceptes pas de perdre, tu deviens un tyran. Et en fait, c'est le problème de la plupart des régimes autoritaires, c'est qu'ils refusent l'opposition et donc de lâcher le pouvoir. Il peut faire autant qu'il veut. Ouais, en plus, là, en ce moment, Trump, il a vraiment le tapis rouge. Son élection, en fait, la première fois qu'il a été élu, il y avait quand même des contre-pouvoirs en face de lui. Cette élection-là lui a donné le Sénat, le Parlement, le Conseil juridique. Je crois qu'il a tout. Il a tous les pouvoirs, en fait, là. Donc là, ça devient vraiment grave. Donc on va voir ce qu'il va en faire. Après, dans ce livre, il est montré que si l'opposition et la majorité, donc en fait, comment on appelle ça, c'est là où je vous disais hier, si les républicains se montent contre Trump, potentiellement, ils peuvent le ralentir. Mais on ne sait pas comment ça va se passer. Il montre dans le livre, il y a plusieurs exemples où en fait, il montre que
il y a des partis d'extrême droite qui ne sont pas passés parce que la majorité et la gauche, généralement donc la droite et la gauche, se sont réunis et ont poussé contre. D'ailleurs, il prend l'exemple de... Je crois que c'était Sarko. Je sais pas si c'était... Non, c'était pas Sarko, c'était Fillon. Fillon qui a demandé à ne pas voter voter contre Le Pen et donc qui a repoussé Le Pen. On le fait en fait. En gros, chez nous, c'est le fameux barrage républicain qu'on fait depuis des années. Donc voilà. Et donc en fait, en lisant ce livre, donc vous aurez beaucoup d'exemples. Je crois qu'il prend beaucoup en exemple le Venezuela, le Chili, il y a la Hongrie, il y avait la Russie. Et nous, on est cité une seule fois. Enfin bref, ils essayent... En fait, au début, ils essayent vraiment de faire un panel soit de régimes qui ont lutté contre l'autoritarisme, soit des régimes qui sont tombés dans l'autoritarisme, pour ensuite vraiment se focaliser sur les US. Et en fait, nous, on peut... Enfin, moi, quand je l'ai lu, j'ai vraiment essayé de faire le parallèle avec la France. Et voilà. Et après... Enfin, et donc, en fait, si on fait le bilan, en fait, en gros, le macronisme a vraiment fait dériver la démocratie sur ce terrain-là, donc de l'autoritarisme. D'ailleurs, il y avait un podcast que je vous avais recommandé qui s'appelait le centrisme... comment ça s'appelle ? Le centrisme extrême ou un truc comme ça. En fait, on montre que les centristes, malheureusement, sont des marchepieds pour l'extrême droite. Donc, en gros, le macronisme... en jouant ce jeu-là, en fait, a donc détruit le champ sémantique. On le voit souvent, si vous êtes familier des vidéos de Clément Viktorovitch, vous le voyez souvent. Mais l'AFI, en vrai, elle est pas mieux. La gauche, elle est un peu con sur ce terrain-là, puisque on participe activement à propager le conflit en refusant les compromis, en nous aussi utilisant des termes qui font que nos opposants deviennent des ennemis. À force de dire que tout le monde est un facho, bah, ça veut plus rien dire. Voilà, donc en fait, en vrai, si le macronisme a commencé, nous, on a pris le pli et c'est très très dommageable. Donc en vrai, là, quand j'y réfléchis, je ne sais pas comment on sort de là. Mais de toute façon, si on doit vivre quelque chose, c'est à ce moment-là qu'on se réveillera, mais voilà. Donc en gros, on va arriver à un statu quo où ni la gauche ni la droite ne peuvent plus s'entendre, donc le RN va prendre la place. Et coucou Coco. Coucou. Et en gros, là, pour l'instant, tant que l'hémicycle continuera à se voir en ennemi, le RN va rester en place. Malheureusement, pour notre gueule, le RN nous aide en ce moment, par exemple, à mettre la motion de censure. Donc c'est horrible, en vrai, on est dans une situation d'un triangle casse-couille au possible, où chacun trouve un allié. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai écouté les questions au gouvernement, qui n'étaient absolument plus des questions à ce niveau-là, c'est que machin fait alliance avec truc. Ensuite, machin dit que nous, on fait alliance avec truc. Eux, ils disent qu'on fait alliance avec truc. Donc en vrai, tout le monde se fait... c'est les trois Spider-Man qui se pointent du doigt. Et coucou Nova. Donc c'est un délire. Donc voilà, le livre, il donne pas énormément de solutions pour les citoyens, parce que bah on n'est pas en position de pouvoir. C'est les politiciens qui ont le pouvoir d'éviter un glissement démocratique fort. Nous, bah, tout ce qu'on peut faire, c'est faire nos Cassandres, donc c'est-à-dire hurler dans le vent que la chute arrive, et essayer de les faire redescendre sur Terre pour qu'ils réalisent qu'ils sont en train de faire quelque chose de pas terrible. Et comme je le dis, bah, si on doit vivre quelque chose, eh bien on le vivra. Mais voilà, pour l'instant, ce livre apporte énormément en fait, d'éclaircissement sur ce qui se passe, ce qui pourrait se passer, mais c'est tout. Il n'y aura pas de solution à tout ça, quoi. Mais en vrai, c'était hyper intéressant. Même si j'ai galéré. C'était pas pratique, mais c'était bien. Donc voilà. Je pense que personne n'a lu ce livre encore. En vrai, trouvez-le en français, hein. Je pense que sinon vous allez vraiment souffrir. Bah, je passe à la reco suivante, alors. Ah oui, alors là, on va passer à 2 recos. Une bien, une, je vais essayer de pas pleurer, et après, ça ira mieux.
Alors, deuxième recommandation littéraire, c'est Circé, sorti en 2019 de Madeline Miller. Donc c'est une recommandation de Jihad d'il y a des années. Bah, je crois qu'elle me l'a peut-être fait en 2019 en vrai, peut-être pas en 2020. On avait plus le, je sais pas si on a, je crois qu'on avait plus trop le masque pour le Covid. Et donc elle m'avait conseillé Madeline Miller, les 2 livres que j'ai lus ce mois-ci. Et j'ai commencé par Circé en me disant que le deuxième serait mon préféré et bah c'est oui. Donc là on va parler de la vie romancée de Circé. Circé est une... donc c'est des livres sur la mythologie grecque. Et c'est la fille du soleil, Hélios, et d'une nymphe. Et elle a la voix humaine. Donc elle est plutôt capable d'être aux côtés des humains, puisque les autres dieux et déesses ont des voix assez stridentes et énervées, donc c'est plus compliqué. Elle vit une vie assez triste et assez compliquée, et à un moment donné, elle se fait exiler. Elle n'aura pas sa place ni avec les dieux, ni avec les hommes. Et donc, on contemple son histoire, ses rencontres et ses amours. Elle qui a été exilée sur une île où elle va y rester des millénaires et des millénaires, puisqu'elle a la vie éternelle. Donc c'est extrêmement bien écrit. Alors là, je les ai lus en français. Jihad les recommande en anglais, mais j'avoue que moi, je vous les conseille en français, sauf si vous êtes bilingue, botanisme, plantes et faune, parce que là, c'est... ça y va, les plantes sauvages et tout, et les termes techniques dans ce sens-là. Donc voilà, et puis d'autres trucs plus techniques de réceptacles grecs, etc. Enfin bref, je vous le conseille en français en vrai. En fait, j'aurais pris autant j'aurais autant galéré avec le livre précédent qu'avec celui-là, je pense. Donc on suit la vie de Circé, une vie assez peu rigolote. On passe de déception en déception. Mais tout ça, ça la forge. C'est donc un personnage très fort et très doux à la fois, qui, malgré tout ce qu'elle va endurer, arrive à ne pas devenir totalement noire. Et jusqu'à la fin, elle éprouvera de l'amour et saura voir le bon dans les gens qui le méritent. Et c'est même ce dernier personnage qu'elle rencontre à la fin de sa vie qui lui fera prendre une décision osée, mais que l'on comprend et qu'on trouve... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai trouvé extrêmement beau. Putain, pourquoi tu peux en penser ça n'a pas de sens. Oh là là, les recos vont être compliqués. Et bah, elle écrit bien, la dame. Voilà, donc j'ai pas grand-chose de plus à dire. En vrai, c'est beau, c'est captivant. C'est un film. En plus, c'est un livre féministe. Mais alors, ça ne le jette pas au visage. Hein. C'est pas en mode regardez, je suis féministe. Mais en gros, ça montre des femmes qui sont ambivalentes et sauvages. Parce qu'en plus, elle a une sœur qui est vraiment énervée du bulbe. Mais même avec ça, on la déteste pas forcément. Il y a des personnages qui sont assez intéressants. Enfin bref. Bref, je vous le recommande. Putain, ça va être chaud. Ah putain, ça va être chaud, on va parler du suivant. Oh, le suivant, en plus, il est ardos. Je prends note. Et coucou. Coucou. Bon, attendez, je vais faire semblant que rien n'existe sur ma écran. Je vais essayer de faire semblant que rien n'existe. Attendez, je vais essayer de dissocier. Ah, c'est dur. Alors, le suivant. Pareil, dans la même lignée. Myrta Cap. Par écrit, mais on va pas faire l'écrit. Alors, le chant d'Achille. Putain. Alors là, c'était vraiment la reco de Jihad. C'était celui qu'elle m'avait recommandé fort. Et bon, vu mon état, vous pouvez comprendre pourquoi. Si vous connaissez le mythe d'Achille, vous savez peut-être déjà pourquoi je suis en train de chialer. Donc, c'est le mythe d'Achille, hein, on va pas se le cacher, le héros de Troie, raconté depuis l'enfance, du point de vue de son très bon ami Patrocle.
À cause du talent, ouais. C'est son talent, ça me fait pleurer. Voilà, là, voilà ma romance gay, bordel de merde. Et c'est marrant parce que j'ai écrit et je suis encore en train de le payer. Oui. Bon, alors aussi, c'est la période qui fait que je pleure pour tout et n'importe quoi. Donc voilà. Ah putain. Voilà, donc... je pleure pour n'importe quoi, mais en plus, si on me rajoute une romance gay qui est triste comme ça, bah voilà. Bon, allez, en fait, elle est à la fois giga triste et giga belle. Donc c'est... Bah, en même temps, la tristesse va toujours avec la joie. Donc, et en plus, c'est marrant, ça m'a rappelé le moment où je lisais La Passe Miroir, qui était un livre qui m'a fait énormément pleurer. Et d'ailleurs, je pleurais dans le TGV pour aller à Nantes, pour aller me faire tatouer. Et j'arrivais pas à me sortir de cet état. Et en fait, c'est des livres hyper... Enfin, moi, je trouve qu'une œuvre qui te fait pleurer à ce point-là, je trouve ça trop bien. Mais c'est parce que j'aime souffrir. Ah putain, je suis en train de m'enlever de partout. Bon, alors, comme pour Cersei, c'est giga bien écrit, évidemment. C'est malheureusement très très doux. Donc, on s'attache énormément à Patrocle. Qui n'a rien pour lui, le pauvre. Il est né d'une mère qui a des problèmes psychiques. Son père le déteste. Il est fin comme un clou. Il peut pas se battre. Il se fait exiler, envoyer chez quelqu'un d'autre. Heureusement, il tombe sur Achille. Voilà. Donc, voilà. Ils sont très 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 bons amis, hein, bien sûr. Alors, si vous connaissez pas le mythe, franchement... vous allez, je sais pas comment vous allez le vivre, mais en vrai, je serais hyper curieuse d'avoir un retour de quelqu'un qui ne connaît pas ce mythe pour savoir comment il va vivre les prophéties qui sont annoncées. Parce qu'elles sont hyper bien enchevêtrées. Alors, elles sont, à un moment donné, elles sont clairement énoncées. Je pense qu'on comprend quand même ce qui va se passer. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt des prophéties des parcs, et que c'est souligné d'ailleurs dans le livre, c'est qu'on comprend pas leur message avant que ça nous arrive en pleine gueule, quoi. Et si vous connaissez déjà le mythe, eh bien vous allez vous retrouver dans la plus grosse ironie dramatique qui m'ait été donnée de vivre, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme le film Hachiko. Si vous connaissez la légende du chien Hachi, quand vous commencez le film, vous êtes en train de pleurer, quand vous êtes au milieu du film, vous êtes en train de pleurer. Et quand il se passe le truc, vous êtes en train de pleurer, et à la fin, vous pleurez. Bon, alors, c'est insupportable. Mais c'est... Voilà. C'est tout le principe de l'ironie dramatique. C'est que vous savez où vous allez. Vous le voyez approcher, et vous êtes là en mode je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Mais vous y allez quand même, parce que vous savez pas dans quelles circonstances ça va se produire, et quand tout va s'effondrer, en gros. Donc j'ai pleuré pendant toute la lecture de ce putain de livre. Alors que la fin est quand même... Enfin, la fin est horrible. Et en même temps, l'autrice est quand même a le bon goût de nous sortir de ce livre dans la joie. Car quand on y réfléchit bien, c'est une happy end. C'est ça, là. Plus je pleure, plus je mets 20 sur 20. Donc voilà. Quand même, l'autrice, elle est en mode... Non, mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc c'est un livre qui est tombé pile poil dans ma vie au bon moment. Là, j'étais prête à le recevoir. Je pense que vous allez le vivre un peu moins intensément que moi, c'est sûr. Mais évidemment, je recommande les deux livres parce que vraiment, c'est très très bien écrit. C'est vraiment... Là, je vais demander à mon daron de m'offrir les deux, plus celui que j'ai pas lu qui s'appelle Galatée. Alors même la caméra a décidé de se passer. T'allais se faire foutre. Oh putain. Donc voilà, je vais découvrir Galatée sûrement après Noël. Avec la caméra bleue. Le téléphone pleure. La note est reçurée selon un pichet gradé. Putain, c'est ça. Les autres sont... Ouais, tout est de Madeline Miller. Elle est belle, en plus, j'ai vu sa photo, elle est mignonne. Je la déteste. Voilà. Allez. Non, bah, c'est fini. Il y a plus de... Vraiment, la caméra, là, en mode, c'est bon, t'as assez chialé, là. Je sais pas. Bon, ce qui est bien après, c'est que la prochaine reco, ça, vous allez voir, ça, je vais changer d'attitude. C'est bon. On a passé le plus dur. La caméra pleure, ouais. Donc voilà.
Donc vraiment, en vrai, je vous les recommande. Hein. C'est terrible. Et si vous connaissez pas le chant d'Achille, enfin si vous connaissez pas la légende d'Achille, vraiment, venez me dire si vous le lisez, comment vous avez pris l'intrigue, parce que je serais hyper curieuse de rencontrer quelqu'un qui n'est pas en ironie dramatique. Donc c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui va se passer en avance. Parce que voilà quoi. Allez, on passe à autre chose avant que je repleure. Alors, ce livre-là, j'ai vu 3. Putain, j'ai envie de regarder 3, mais juste pour le hate watch, parce que je sais que c'est de la grosse merde. En fait, je crois que j'ai déjà vu 3, et que je crois que j'ai tenu 15 minutes, et que j'ai pas été après plus loin. Et en fait, je crois que je l'ai... Ou alors, je l'ai regardé en entier, et après, je l'ai revu, et j'ai fait, mais putain, je connais ce film, c'est de la merde. Et en fait, j'ai arrêté après, parce que je me suis dit, non mais ça suffit. Tu arrêtes ce que t'es en train de faire. Ouais, non, mais ça va bien se passer, là, t'inquiète pas. Donc voilà, j'ai trouvé ce livre... Regarde, c'est la même couverture, incroyable. J'ai trouvé ce livre dans la bibliothèque partagée. Et en fait, le format... Regardez comme il est trop bizarre, ce livre. Il est en vertical. Le format, le fait qu'il soit court, et que ça soit un auteur finlandais, ça, je sais pas, ça m'a attiré. Je me suis dit, bon, pour les... Combien il y a de pages? Pour les 110 pages qu'il y a, allez, let's go. Donc effectivement, je l'ai lu en 2 soirs. Donc c'est sorti en 1999. Coco venait à peine de naître. C'est faux. Hein. De Mika Waltari. Un homme, ancien combattant, une femme, femme d'un riche industriel, rentrent d'une escapade interdite. Et ils renversent un enfant avec leur grosse bagnole. Cet incident va remettre toute leur vie en question. N'abuse pas, vieille branche. Voilà, donc l'intrigue se passe en Finlande. Dans ma tête, quand on pense à la Finlande ou à tous les pays nordiques, on se dit ça va être un petit peu froid, ça va être un petit peu distant. On retrouve souvent ça dans les œuvres, je trouve, nordiques, surtout les polars, où vraiment les personnages sont très froids, distants, fermés, énervés du bulbe, mais toujours calmes. On suit les pensées de l'homme, qui incarne parfaitement cet état d'esprit froid, mécanique, et on retrouve ça dans les répétitions et les phrases courtes qui font le style de ce livre. Le livre et l'intrigue sont très très courts, et pourtant l'auteur arrive à passer beaucoup d'éléments de background des personnages sur de longues périodes, notamment le passé tumultueux du protagoniste. On comprend rapidement qui sont les personnages et leurs archétypes, avec assez peu de descriptions en réalité. Un beau travail d'épuration, voilà. En fait, c'est un livre très étonnant. J'ai pas passé un moment... je n'ai pas pleuré devant. On passe pas un mauvais moment, on passe pas un bon moment. J'étais quand même... En fait, à la première moitié, je me suis dit, ouais, bon, ils sont chelous, les gens. Et en fait, le lendemain, j'avais très envie de finir. Donc c'est très bizarre. Je ne comprends pas ce livre, mais c'était intéressant. Ça se passe dans les années, je pense, 60, je pense, parce que les personnages sont vraiment étranges. Enfin, ils n'ont pas une réaction de gens contemporains. Donc c'est peut-être ça l'impression bizarre. Mais voilà. Donc voilà, c'est un livre étonnant. Alors, je vous les recommande moins que les 2 précédents. Mais si vous aimez... les livres rapides et découvrir la littérature finlandaise, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Voilà. On va pouvoir passer au cinéma avec un film. Ah, c'est bien, Coco l'a vu. Je suis pas toute seule cette fois-ci. Alors, hop, hop. C'est parti. People always ask for something new. At 50, it stops. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection will release another version of yourself. This is the substance.
Sue, Sue. You're hired. Let's go. A perfect balance of 7 days each. The one and only thing not to forget. You are one. There's been a slight misuse of the substance. This balance is not working. Cut through yourself. Old, fat, disgusting. People are gonna love that. J'ai loupé le title. Voilà, la substance. La substance, enfin The Substance, sorti en 2024 de Coralie Farja, avec Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid. Elizabeth Sparkle est une vedette tombée en désuétude à cause de la vieillesse et qu'on ne permet pas, et puisque la société ne permet pas aux femmes d'être vieilles. Donc, après un accident, on la contacte pour lui proposer une étrange substance qui peut la faire devenir la meilleure version d'elle-même et reconquérir sa gloire d'antan. Sauf que c'est pas tant un bienfait que ça, cette fameuse substance. Alors, le film est extrêmement intense, effectivement, comme le dit Coco. Il ne fait pas spécialement peur, même si c'est un film, je pense, classé dans horreur à cause du body horror. Il y a quelques moments de body horror et une créature qui pourrait ne pas vous faire kiffer, mais à part ça, c'est surtout un jeu très psychologique. Alors le problème de ce film, c'est que je peux pas trop en parler sans dévoiler comment on devient une meilleure version de soi-même, parce que j'ai pas trop envie de spoiler ça. Mais c'est très très bien joué, il y a une sacrée ambiance sonore. À voir au cinéma, ça rajoute un plus. Ou alors, il faut que vous ayez de bonnes enceintes, selon moi. Les thèmes sont la lutte à tout prix pour garder un passé intact et vivre éternellement. Sauf que ceci n'est pas possible et entraîne forcément du malheur. Un autre thème très intriqué est la société patriarcale qui impose aux femmes d'être belles et jeunes, sinon poubelles. Ce qui est bien est que l'héroïne est quand même quelqu'un de détestable, donc ce n'est pas la gentille contre les méchants. C'est pas donc la gentille femme contre les méchants hommes. C'est vraiment une connasse. Tout ce qui lui arrivera est aussi de son fait, car la meilleure version d'elle-même, c'est elle. Donc tout ce qu'elle se fait subir, c'est elle qui se la fait subir. Et aussi, elle a accepté le monde tel qu'il est, plutôt que de se détourner de ses codes ou de le combattre. Et d'ailleurs, il y a un moment assez triste qui arrive au milieu du film, où elle aurait pu se sortir de cet engrenage, mais son image, l'image d'elle-même et ce que la société lui renvoie, la rattrape. Alors, je suis très ambivalente autour de ce film. C'est là où on en parlait avec Loud tout à l'heure. C'est que c'est une recommandation, mais je suis assez déçue du film, en vrai. Mon reproche principal, c'est qu'il choisit une fin que je trouve grandiloquente, mais apolitique. C'est comme beaucoup d'œuvres en ce moment, on veut parler de thèmes politiques et on s'arrête juste avant, comme si rien ne devait bouger, on ne doit pas voir d'autres façons de vivre. Donc ici, pas de renversement de valeur, le patriarcat va gagner, les connards de mecs, d'ailleurs qui sont tous montrés comme des gros pathos, des gros pathétiques tout au long du film pour diverses raisons, ne sont jamais punis, jamais remis en question. Dommage, parce que ça en fait juste un film misandre sans fond derrière. Et on va parler d'un autre film qui lui ressemble dans ses thèmes juste après, et pourquoi je vais dire que celui-ci pour moi se foire et pas le suivant. Parce que c'est un film de genre, et dans le genre, ici l'horreur, on peut s'affranchir de la réalité, comme il le fait d'ailleurs tout du long de son film. Donc voilà, ça aurait pu permettre de porter les combats jusqu'au bout, mais ici, pour moi, le soufflet retombe, donc en vrai, j'ai été extrêmement déçue à la fin. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et surtout, vu le battage médiatique qu'il y a autour de ce film, de la hype qu'il y a autour de ce film, je crois que je m'attendais vraiment à beaucoup mieux, à plus féministe encore. Mais je crois que c'est évidemment comme pour Barbie, quoi, ça s'arrête avant. Et voilà. Et coucou Jihad, t'as loupé ma chialade massive sur Madeleine Miller. Et voilà, donc ça en fait un film qui se veut politique, mais qui n'offre pas... qui offre un statu quo
Et parfois avec... Enfin, et en plus avec énormément de male gaze, je suis assumée et provocateur. Je comprends qu'elle ait voulu faire ça, elle a choisi de le faire. Mais j'avoue que j'ai trouvé ça un chouille grossier, en vrai. J'ai pas trop compris le principe. Donc voilà. Et comme devant Arcane, le film s'est terminé et je me suis dit, tout ça pour ça. Bah, très bien. Donc voilà, j'ai été un peu déçue par ce film. Donc, mais après, voilà, c'est ce que je disais avec Cloud, c'est passer le message politique qui pour moi est absent. Le reste du film reste cool par tous les côtés over the top. Alors là, on est dans le over the top x 55 000. Alors si c'est juste un film pour faire de la jouissance, il n'y a pas de souci, je comprends très bien. Mais voilà. Sinon, ce film me déçoit pour son côté, pour le message qu'il aurait pu véhiculer. Donc voilà, je n'ai pas la hype des autres personnes pour changer dans ma vie. Après, c'est peut-être moi qui en demandais trop à ce film, je ne sais pas. Mais je demandais trop aussi à Barbie. Et je sais que beaucoup de gens considèrent que Barbie, c'est un début de féminisme. Une porte d'entrée dans le féminisme. Et comme il est vendu comme étant féministe, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit féministe. Et en fait, pas du tout. Et si on le vend comme une porte d'entrée du féminisme, là, je comprends. Et je suis en mode, ouais, c'est ok, quoi. Mais sinon, voilà. Pas plus. Donc, à part Coco... qui a apprécié, je pense. Oui, c'est lié à la marque. Mais dans ce cas-là, tu dis pas que c'est un film féministe, alors. Si c'est lié à la marque. Sauf si la marque veut se montrer féministe. Mais là, malheureusement, tu mets un clou dans Substance aussi. Tu lui rajoutes un argument. Qui fait que je vais pas le... Je vais moins l'apprécier que Barbie encore. Pour ce côté-là, hein, bien sûr. En vrai, c'est là où c'est compliqué les recos des fois parce que il y a des trucs que je trouve... Enfin, en vrai, ce film est à voir. Hein, c'est what the fuck, hein, en vrai. Il y a des images qui te restent gravées dans la tête, je pense, après. Le plot est trop bien. En fait, c'est ça, peut-être que je suis aussi déçue parce que tout le concept... Tout le concept est incroyable, et en fait, c'est à la fin où... Moi, je trouve que ça ne... Ah oui, d'accord. Ah oui, non, bah non, je sais pas. Non, j'en attendais beaucoup de Barbie, en vrai. Oui, bien sûr, c'est normal. C'est normal que ça débat. De toute façon, c'est le principe de... Une œuvre égale un point de vue, hein. Coco, je pense qu'il a peut-être pas vu ce que moi j'ai vu, donc c'est normal. Mais moi, j'en attendais beaucoup de Barbie. Vu toute la hype qu'il y avait dessus. Au début, je voulais pas aller le voir. Parce que j'étais en mode, bah, je m'en fous. En fait, c'est un film sur Barbie. Qu'est-ce que tu veux que ça m'intéresse? Et vu la hype massive qu'il y avait dessus, j'étais en mode, ah bah si, ça a l'air bien, en fait. Et effectivement, quand t'es devant, t'es bien. Et puis après, tu sors et t'es en mode, bizarre. Il y a un truc qui va pas. Je sais pas à quoi en penser. Bah ouais, ça fait vraiment... En fait, ça fait vraiment... roller coaster, mais vide. Il n'y a pas de propos derrière le roller coaster. C'est pour ça, pour moi, ça en fait un film apolitique. Et je trouve ça trop dommage, parce qu'il y avait trop... Enfin, on sent toute la hargne. La première confrontation avec le connard, là, qui mange ses crevettes, là. Putain, t'as envie de le claquer. Avec tous les mecs, en fait, tous les mecs, sauf un, donne envie de... Enfin, te montre qu'il est censé y avoir un propos, quoi, derrière. Et en fait, non, il n'y en a pas. Ou alors, si tu voulais faire l'inverse, c'est-à-dire qu'elle embrasse totalement la société patriarcale, il fallait y aller à fond, quoi. Mais voilà. D'ailleurs, que Barbie, je crois, j'aurais... Hyper sévère. Bah oui, en fait, c'est... Moi, je pense que je comprends, en vrai. En fait, tu vois des films portés par des meufs qui ont un propos qui pourrait être hyper féministe, hyper engagé, enfin... Mais pas la peine de trash talk, hein, non plus, c'est juste... Enfin, on n'est pas obligé d'aller dans la violence non plus, mais qui remettent en question, tu vois. Parce on pourrait avoir une fin triste, enfin une fin négative, c'est-à-dire que le patriarcat gagne, mais que ça soit dit. En fait, là, c'est pas dit. Là, vraiment, t'es là en mode... La fin n'a aucun sens, en fait, c'est juste...
Ok, en fait, j'ai cru que j'étais devant un Tarantino tellement c'était what the fuck à la fin et franchement, ça m'a pas trop. Enfin, t'es là en mode, mais on sent pas. Pourquoi faire des litrons de sang? Ça n'a aucun sens s'il n'y a pas de message dans ce que tu dis là. Donc voilà, c'est peut-être ça. Parce qu'en vrai, moi, un film qui me dit le patriarcat gagne à la fin, et on va voir que dans le suivant, c'est un peu le cas. Moi, il n'y a pas de souci, parce que c'est la réalité, en fait. Si tu veux montrer la réalité et te la prendre en pleine gueule, il n'y a pas de souci sur ça. Pour moi, c'est un excellent message, parce que c'est la réalité, et que moi, je suis OK avec des messages qui sont OK, mais qu'on politise, quoi. Qu'on montre que le patriarcat gagne, c'est politique. C'est juste montrer que, bah là, pour l'instant, on s'en sort pas, quoi. Et ça serait incroyable. Et donc, ouais, je pense que c'est pour ça que je suis trop déçue, ouais. Je suis trop déçue, parce que on est à ça d'avoir des films giga engagés avec un propos. Enfin, ça aurait été énorme, hein. Vu la hype qu'il y a eu sur ce film, c'est ah c'est oh non. Donc voilà, je suis un peu triste. Un peu triste. Après, bon, bah, après, on peut le prendre comme étant un giga kiff personnel de foutre de l'hémoglobine partout, et puis let's go, hein. Dans le pédiluve, c'est ça. Ils préfèrent rester avec tes petits champignons de pied plutôt que d'aller dans le pipi d'enfant. Allez, sur ces belles paroles, on va passer au suivant. Alors, film un peu plus énervé quand même. Hop là. Yo. Did you pick up milk? Do you see milk in the fridge? No. Then I didn't pick up the fucking milk. Wonderful. Thank you. Hi, I'm Annie. You don't have cash. Let's go to the ATM. We would go chill out in a private room. I got a kid who wants someone who speaks Russian. My Russian is terrible. I can't even roll my R's. No. Я просто хотел тебе предложить. Ты хочешь быть эксклюзивно со мной? 15. Cash up front. Deal. Deal. If I get married to an American, I wouldn't have to go back to Russia. Okay, so we should marry. And you, Nora, take this handsome gentleman to New York. Да я был с ним 2 недели назад буквально. Он не женат. Well, you did tell them, right? Иванжан, открой дверь, пожалуйста. Надо разговор. Vanya, what the fuck? Ты женился на ней? Да. What the fuck is going on here? Они написали, что она проститутка, блядь. Like, what do you do to get all of this? I am telling you, you do not know this guy. Vanya? It's a fraud marriage, and we're getting in an old fraud marriage? ASAP. My fucking god. Be a fucking man and talk to me. Me go fuck myself, you go fuck yourself and your fucking mother, motherfucker! Voilà, Nora qui est un petit peu énervée. Je sais pourquoi parce que c'est des films portés par des femmes, et ça c'est un film porté par un homme, et donc si les femmes ne portent pas nos messages, qui va le faire en fait? Je pense que c'est ça mon problème en fait. Parce que là on va voir que je reproche quand même des trucs à ce film parce que c'est écrit par un homme. Que Maddie dans Euphoria... Ah, peut-être, je sais pas, je connais pas ni Euphoria ni Maddie. Mais ouais, je sais pas pourquoi tu... Après, la voix, elle était assez classique, je trouvais. Donc, Anora, sorti en 2024, de Sean Baker, avec Mikey Madison, Mark Putain, c'est quoi ce prénom? C'est dans famille. Eldeystein, Yura Borisov. Anora est une stripteaseuse de Brooklyn. Elle est demandée par le fils d'un oligarque russe, je vais y arriver. Mais elle comprend parce qu'elle comprend et parle un peu sa langue.
Et elles vont alors vivre une idylle, les menant à se marier à Vegas, sauf que la famille de ce dernier n'est pas très d'accord. Alors il y a 3 phases dans ce film. La première c'est l'idylle, où on sait pertinemment que ça va mal se finir, mais comme Anora, on commence à y croire petit à petit, malgré le fait qu'on est au courant que ça va mal se passer. C'est d'ailleurs assez fin parce que bah on sait que c'est trop beau, on sait qu'il va y avoir une couille dans le pâté, et comme parfois dans les relations, bah on veut y croire, donc on y croit quoi. La deuxième phase, c'est, alors ça va être selon votre façon d'être et de vivre les choses, il y a 2 façons de la voir, soit en mode grotesque, et donc un peu drôle, soit en mode violente, et donc vous n'allez pas du tout apprécier ce que vous êtes en train de regarder. Le film nous propose de la voir comme drôle, parce qu'on sent au comique de répétition, au dialogue, que effectivement, malgré la violence qui va être présentée, tout ceci est assez grotesque en vérité, et moi-même j'ai assez rigolé, parce que vraiment aucun personnage n'y met du sien, c'est un délire. Anora est la pire de toutes d'ailleurs dans cette phase-là. Elle se défend hyper bien. Vraiment, vraiment c'est une queen pour se défendre, elle a besoin de personne pour tacler des gens. On la prend pas du tout en pitié, on prend même en pitié les autres qui doivent la subir à ce moment-là. Et la troisième phase, c'est bien sûr la douche froide, celle où plus ça avance, plus on s'enfonce, comme Anora, qui réalise que son bonheur n'existe pas du tout, qu'on ne sort pas de sa condition sociale aussi facilement, et que tout n'était que de la poudre aux yeux et des mensonges, évidemment. Et jusqu'au bout, elle va lutter et elle va tenir tête pour obtenir gain de cause, mais jusqu'au bout, quoi. C'est à la limite, c'est impressionnant, en vrai, comment elle tient. Donc si j'ai reproché à The Substance de ne rien changer à la société, ici, bah, c'est un film qui se veut réaliste, donc évidemment, on va se prendre en pleine poire la force et la puissance de cette société, la force et la puissance des oligarques, donc des riches et des puissants qui écrasent les faibles et contre qui on ne peut pas lutter du tout. Alors je sens, évidemment, le seul bémol de ce film, bah, c'est la fin. On sent vraiment qu'elle est écrite par un homme, où c'est un petit peu, ça hurle un petit peu Not All Men. Donc voilà, je suis un peu ambivalente sur cette fin. Je la comprends, en vrai, en termes de personnage, elle est logique, mais ça sent un petit peu le Not All Men. Après, voilà, je comprends en vrai que ça... je comprends les réactions des personnages. Je les comprends, elles sont assez logiques. Donc voilà. Mais sinon, tout le reste du film est très bien. Enfin, moi, j'ai trouvé très cool. Assez logique. Et on s'ennuie pas, je trouve. Donc voilà. Donc je pense que personne n'a vu ce film. Je pense que là, plus personne n'a vu... plus personne n'a fait ou vu ce que j'ai vu. Et bah tout de suite la suite alors. Alors, hop. Tac. Hey Fujino, tes mangas sont trop marrants comme d'habitude. Tu pourrais devenir mangaka quand tu seras grande. Oh putain, c'est en VF, j'avais pas vu. Devenir mangaka. L'enfer. Kyomoto, je sais pas qui c'est. Une élève d'une autre classe qui suit ses cours à domicile. Fujino, attends. Kyomoto. Fujino, tu es tout simplement... Regardez, elle a mon hentai et en plus elle dessine des mangas elle aussi. Moi aussi, je vais tout faire pour progresser en dessin. Je veux m'améliorer comme toi. Si tu suis mes traces, je te garantis que tu grandiras avec moi. Tu vas continuer encore longtemps à dessiner tes mangas? Tu crois pas que ouais, tu deviens un ouais. peu trop vieille pour gribouiller sans arrêt? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu dessines, Fujino? Je suis désolée. Tout ce que je veux, c'est progresser en dessin. Pourquoi j'ai dessiné ça? Ça sert à rien de dessiner, ça n'apporte rien du tout. Je suis contente d'être enfin sortie de ma chambre. J'ai passé un super moment et je regrette pas de t'avoir accompagnée. À plus. Oui, à plus.
Voilà. Alors, Look Back, sorti en 2024, effectivement dispo sur Prime. De Kiyotaka Oshiyama avec Yumi Kawai, Mizuki Yoshida. Donc Fujino est une élève classique qui se passionne pour le dessin, mais quand elle découvre les décors que dessine Kiyomoto, une élève qui ne sort jamais de chez elle, elle décide de se donner corps et âme dans cet art. Elle abandonne brusquement plusieurs années après quand elle voit qu'elle n'arrive pas à la cheville de sa rivale. Alors qu'elle lui apporte son diplôme de fin d'année, elles se rencontrent enfin et une amitié se noue. Alors film d'animation d'1 heure, donc tu vois, tu vas pas perdre trop de temps. C'est marrant, c'est rare des films d'animation qui durent qu'1 heure. Ce qui est très suffisant. C'était des thèmes qui me parlaient évidemment, le dessin. Mais j'étais loin, très loin de me douter de ce que j'allais y trouver, car il y a un petit twist vers la moitié fin du film qui le rend vraiment intéressant. En fait, le film n'aurait eu aucun intérêt s'il n'y avait pas eu ce twist. Parce qu'il aurait été très basique, quoi. C'était vraiment des gens qui dessinent et puis basta, quoi. Là, il y a un truc en plus. Les thèmes sont le destin, l'amitié, la rupture, le deuil et le pardon. Tout de suite, Loud va le télécharger pour le regarder. Des thèmes plutôt forts qui vont se condenser d'un seul coup dans le fameux twist qui vraiment fait tout le charme de ce film d'animation. L'animation est assez classique mais efficace. Voilà, si vous êtes curieux et curieuse, je vous le conseille. Loud est parti en fait du stream. Je vais détruire sa recommandation. Il veut plus voir ça. Je veux plus voir ça. Je pense que ça va. J'ai survécu au champ d'Achille, tu pourras survivre à Look Back. Il a détourné les yeux comme ce chat. Je me souviens pas avoir pleuré, mais peut-être en vrai, je suis en train de... Je doute. Ça fait longtemps que je l'ai vu, donc je l'ai vu au tout début du mois. En fait, j'ai plus rien regardé depuis 3 semaines. Et bah tout de suite la suite. Allez, on fait comme ça. This is Donald Trump. Yes. Hello, this is Donald Trump from Mr. Town. Thank you so much. Donald who? Roy Cohn, nice to meet you. The Roy Cohn from all the papers? Yeah, you're brutal. Guilty as charged. Roy Cohn is a crook. He's been indicted 3 times. I'm gonna let you in on a little secret. People, they hire me because I'm a winner. How do you win? C'est pas une parodie. The first rule is the simplest. Attack, attack, attack. It's gonna be the finest building in the country. In the world. It's gonna be spectacular. Rule 2, admit nothing, deny everything. You think you can beat the U.S. government? Rule 3, no matter what happens, you claim victory and never admit defeat. I record everything in case I need it. Well, that's illegal. You have to be willing to do anything to anyone to win. There are 2 types of people. There are winners and there are losers. You're over-leveraged and have debt up to your ears. I know what I'm doing. Kevin, look at yourself. You're getting ugly. Il arrange pas. We have a brand new campaign slogan. Let's make America great again. Well, I like the again part. Ah! The Apprentice. Pas vieille. Voilà. Alors The Apprentice, sorti en 2024, de Ali Abbasi, avec Sébastien Stan, Jeremy Strong et Maria Bakalova. Sébastien Flou. Film racontant la jeunesse et l'ascension de Trump, aidé de son mentor Roy Cohn. Il porte bien son nom. Alors c'est sûrement un film romancé de la jeunesse de Trump qui nous montre d'où il vient, comment il en est arrivé là. À la fois grâce aux conseils de Roy Cohn, pourriture sans âme, mais fidèle et loyal. D'ailleurs, c'est ce qui va le perdre. Il lui enseigne les 3 règles. Attaque, attaque, attaque. Même dans la défaite, dire qu'on a gagné. Et tout nier en bloc. Avec ces 3 règles, Trump dépassera son maître et nous mènera dans cette ère de la post-vérité où l'on peut dire tout ce que l'on veut sans qu'il n'y ait aucun problème. C'est un film efficace et soutenu qui nous montre à la fois l'ambition mais aussi combien sa réussite ne tient à rien du tout. Surtout que le film n'oublie pas de nous montrer qu'il joue au poker régulièrement et que sa fortune se base sur un château de cartes branlant en permanence.
mais il a toujours l'audace de s'en sortir. On le voit aussi écraser toutes ces leux qui se mettent sur sa route. Il n'a aucun affect à lâcher ceux qui l'ont aidé, se pensant seul responsable de ses victoires. Bref, un film qui explique beaucoup de choses et qui donne le vertige. Et d'ailleurs, je rajoute, comme je viens de voir la bande-annonce, je trouve que les deux acteurs jouent extrêmement bien. Le personnage de Roy Cohn est incroyable. C'est une pourriture sans nom, mais il est très très bien joué. Film de gros fumier, voilà, c'est ça. En vrai, j'ai bien aimé, hein. C'est parlant. Parce qu'en plus, si c'est vrai, c'est... Le Trump, c'était vraiment un tout petit minot au début. Hein. C'est... La différence entre le Trump de début et le Trump de fin, c'est... Si c'est vrai, c'est très grave. Ah, c'est très grave et ça s'appelle la réalité. Putain. Mais voilà. Donc, bon film en vrai. Hein. Bon film. Très énervant. Bah, non, ça va. Je sais pas ce que tu mets dans énervant, mais moi je l'ai pas trouvé énervant. C'est juste. Ah ouais, ça explique bien des choses, quoi. Donc voilà. Donc ouais, les 3 règles, par contre, les 3 règles, elles sont atroces. Ça, c'est... Et on le voit toujours maintenant, hein, le attaque, tout nier en bloc, et ne jamais admettre la défaite. Ça, c'est très, très... Voilà, quoi. Il baisse tout le monde et qu'il est de nouveau à la Maison Blanche. Ah, peut-être, ouais, je sais pas. Je sais pas, il y a que l'autre qui pourrait nous le dire. Mais il réfléchit. Il est en pleine méditation. Ah oui, il y a des personnes exécrables. En vrai, ça passe hein, dans le film. Comme tout le monde est exécrable, ça passe. Hein. Comme un grille-pain qui cuit. Après, ça dépend si vous êtes, oui, sensible à ce genre de... Si vous aimez pas les films de gangsters, par exemple, ouais, c'est... Vous allez trouver ça énervant. Ça ressemble un peu à un film de gangsta, quoi. Enfin, de mafia, etc. C'est pire. Ah bah, si tu veux que des bisounours, je te conseille la série Bisounours. Je n'ai pas d'autre recommandation pour toi. Ouais. Si, la dernière. T'as déjà vu? Ah, d'accord. Si, la dernière reco, je pense que ça va te plaire. Breaking Bad. Breaking Bad, comme c'est pas réel... et que c'est un peu surjoué à mon sens, c'est... Pour moi, je mets pas du tout Breaking Bad en mode mafia, tu vois. Et j'ai pas accroché à Breaking Bad, alors que j'accroche vachement plus à des films un peu réalistes sur la mafia, etc. Ou le jeu politique, justement. Breaking Bad, il y a quelque chose de too much, quoi. C'est de la fiction. Bon allez, je vais mettre un peu de couleur dans vos vies. Ouais, je sais, c'est bizarre venant de moi, mais je vous promets, ça va bien se passer. Bip boop. Avec mes joues rougies par le chagrin. Putain. Putain. Fumier de canard. Pocket Watch, sorti en 2020 du studio Sockpop Collective. On incarne un canard qui vit et revit la même journée en boucle, mourant à la fin de chaque jour à cause de l'éruption d'un volcan. Le but sera de découvrir comment se sortir de là. Alors, jeu entièrement en anglais. Sur une toute petite map, on se balade, on discute avec les habitants, on trouve comment faire avancer l'histoire. La première étape est d'acquérir la montre, donc la fameuse Pocket Watch, pour qu'à la fin de chaque journée, on conserve les objets qu'on a acquis précédemment. À partir de là, on va chercher comment éviter le drame.
Alors bizarrement, j'ai été extrêmement et bêtement bloquée pour obtenir la montre. À tel point que je suis allée voir la Solus. Oh là là, le jeu m'a eu. Mais une fois que c'était vraiment trop bête. Hein. J'aurais juste parlé à un PNJ, j'aurais compris ce qu'il fallait faire, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais une fois que ça fait, j'étais un peu plus rapide parce que j'avais parlé à tout le monde, donc je savais exactement qui était où, à quel endroit, puisqu'en fait, comme on refait tout le temps la même journée, les PNJ ont des places attitrées à telles heures, etc. Donc on comprend vite comment ça va se goupiller, qui a quoi donné quoi, etc. Surtout qu'à force de faire et refaire la journée, on connaît les patterns, etc. Et on doit bien timer nos actions dans le bon ordre, un peu comme dans Grun d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un jeu de die and retry, un point and click à des mignonnes, un peu perturbant parfois à cause du graphisme qui est pas très très clair à certains endroits. J'ai bien aimé, je n'ai pas fini le jeu car j'y ai joué un week-end et puis après la semaine est passée et puis après il y avait Luma Island dans ma vie. Donc voilà, un jour je terminerai ce jeu, j'y crois. J'y crois fort fort fort. Voilà. Alors est-ce que quelqu'un a déjà joué à ce jeu? Il y a Lys qui avait fait un stream dessus, je crois, d'1 heure. Je crois qu'elle aussi, elle a été bloquée à la Pocket Watch. Mais je crois qu'on n'est pas... on sait pas qu'on peut parler à un mec pour qu'il nous dise en fait l'objectif. Comment on obtient la Pocket Watch. Tu connaissais mais t'as pas joué. Moi je connaissais rien en fait, j'avais pas compris le principe du jeu. J'avais pas du tout capté qu'il y avait un die and retry et tout. Incroyable. Donc voilà. Mais c'est sympa en vrai. Je connaissais pas et j'ai pas joué. Bien, très bien. Et bien on va passer à la dernière recommandation. Celle que vous attendiez tous. Bien sûr. L'addiction. Ah putain, loud. Attendez, j'ouvre Steam pour savoir à combien d'heures je suis. Bon, ça va, je crois que j'ai pas trop d'heures. J'ai moins d'heures que d'Hollywood. Non, non, non. C'est plus, nous, maintenant. Ouais, non, je comprends, ouais. Si on compte en jours, putain. T'as pas ce mot, ça te termine. Alors voilà, regardez bien comment on fait une ferme ordonnée. Voilà, bah moi je fais pas ça, moi. Moi c'est une calamité, ma ferme. Mais je l'aime bien. Ouais, bah ouais, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui se passe dans ma partie actuellement. C'est pour ça que ma ferme ne ressemble à rien. Bah les couilles. Mais on verra que c'est ça qui est bien dans le jeu, c'est qu'il y a plusieurs façons de jouer en fait. Un peu comme dans Minecraft. Elle est longue cette... C'est pas un trailer, c'est un let's play en fait, je vous ai pas dit. Je me suis enregistrée quand je jouais. Minecraft. Et tu portes de ces morts là. On a entendu bailler. Un slow run. 100% on l'a fait chez Man. Vous avez 4 heures? Vous avez 25 heures. C'est bientôt fini, il reste 25 secondes. Tenez. Ah, le serpent, c'était une plante, ouais. Plante de ces morts. Ah, ça vous connaissez, vous m'avez vu galérer dessus. Ouais, voilà. Bravo. Putain, c'était long. Aïe, aïe, aïe. Les jonjons de mort, ouais.
Alors, Luma Island, sorti en 2024 du studio Feel Free Games. Le poisson. Ça, c'est mon Luma, le ver de terre accroché à un ballon. C'est le Luma que j'ai actuellement. Ah, j'ai aussi le poisson. Putain, je les ai tous. J'ai le poisson, j'ai ça, et j'ai le... Et j'ai la chouette aussi. Putain, j'ai tout. Alors, un mélange entre un Stardew et un Link Awakening. Ce jeu peut vous faire tomber dans un vortex. Surtout si vous aimez l'exploration ou farmer. Enfin, faire du farming, parce que c'est l'un ou l'autre. Alors, il y a plusieurs buts dans ce jeu qui sont symbolisés par des métiers qui vous donneront des objectifs, mais vous serez quand même obligé de faire un peu d'exploration pour avancer. Car il y a 4 biomes, à ma connaissance, ça se trouve il y en a plus, mais je ne sais pas, à ouvrir progressivement. Dans ces biomes, on trouve toujours la même chose, qui pourrait vous paraître redondant, mais j'avoue que moi ça va. Des cailloux, du bois, des plantes, des donjons, et des mobs qui vous attaqueront. À chacun ses spécificités et seront nécessaires pour différentes constructions. Pour le moment, je suis en train de faire les métiers de cuistot, archéologue et chasseur de trésors. Donc mon but est de faire pousser des trucs, d'explorer des donjons et de construire des machins de pirates. Les donjons sont bien ardos dans le biome 3, et encore plus quand on a l'option archéologue comme moi j'ai, puisqu'on a un nombre limité de vie pour pouvoir ramener des artefacts, les artefacts demandés. Donc c'est là où vous m'avez vu rager en sueur et en self-control. Pour nous accompagner, nous aurons des petites créatures nommées les Luma. Il y a de tout. Des dragons, des escargots à lunettes, des escargots à roulettes, des dinos à lunettes, un poisson au regard intelligent et à la démarche chaloupée, car oui, ce poisson a des jambes, comme vous pouvez le constater. Ces Luma, nous trouverons des coffres dans la nature pour nous aider. Voilà, ils servent à rien de plus, et c'est un peu dommage, j'avoue que j'aurais bien aimé, parce que là j'en ai 600 dans ma ferme, là, j'ai tout donné sur... Ma ferme est moche, mais il y a 2 maisons de Luma, c'est-à-dire que j'ai littéralement... Je crois qu'il y a 15 Luma qui se promènent peut-être pas 15... mais une dizaine de Luma qui se promènent en liberté dans mon bordel, là. Et ils servent à rien. Ils servent à rien. Ils sont juste là, ils glandent. Cassent les couilles. Voilà. Donc une boucle de gameplay, ma foi, fort addictive. Puisque tu mets tes petites cultures, tu te barres faire un donjon, tu reviens, tu reprends tes petites cultures, tu fais des trucs, tu vas les vendre, tu upgrades tes outils, tu reviens, tu refais des cultures, tu te barres faire un donjon, tu reviens, tu refais des cultures, tu repars faire un donjon, etc. C'est insupportable. Normalement, les jeux de ferme, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, et je m'ennuie giga... Putain, le flou avec les... le poisson avec les 2 pieds, là. Je m'ennuie vraiment très vite dans les jeux de culture, mais là, l'exploration et la DA rendent le jeu extrêmement addictif, en tout cas sur moi. Même le fait d'avoir galéré pendant giga longtemps pour atteindre le 4e biome, ça m'a pas rebuté. Ah putain. Ça m'a pas rebuté, et donc voilà, j'en suis à 25 heures. Vous voyez, c'était pas beaucoup 25. Moi je dirais pas, mais il y en a qui sont à 50 heures. Voilà. Donc ça s'arrêtera, je pense, quand j'aurai tout ouvert et perdu la découverte. Parce qu'en vrai, ce qui est trop drôle, c'est que dans le biome 4, je ne trouve pas les temples, les donjons là. Les donjons où je galère, je ne les ai pas trouvés, et j'ai passé 4 heures dans ce biome. Hein. Vraiment, j'ai fait le tour et je n'ai rien trouvé, et je suis en mode, mais ils sont ouf. Donc ça promet. Ça promet, ça promet. Donc voilà. Une journée complète. Ouais, j'ai fait un live de MV en termes de timing là-dessus. Là. Donc voilà, en ce moment, je fais ça le soir. Après le live, je vais aller faire... je fais 1 heure à 1h30 de Luma. J'essaye de me barrer à 22h30, c'est difficile. Mais on est là. On est là contre l'addiction, bien sûr. Et putain, mais arrêtez. Mais putain, mes plombs. Voilà. Bah, en vrai, ce jeu est bien. Hein. Après, je sais pas s'il y a encore la démo. Moi, j'avais joué à la démo, et c'est ça qui m'avait grave donné envie. C'était une des rares démos que j'ai poussée jusqu'au bout, à tel point que la démo m'a foutu à la porte, quoi. Voilà. Luma Island. Oh putain, ça recommence. Non, il n'y a plus de démo. Non mais putain, Flo. Tais-toi. Ah non, putain.
Prends le jeu STP. Bah en vrai, je l'ai pris. Hein. Et j'ai même malheureusement enfoncé Lys avec moi. J'étais comme ça. Viens Lys, au revoir. Elle m'a suivi. Je lui ai attrapé la manche et j'ai pas lâché.